Vous êtes une femme, vous souhaitez donner du sens à votre sexualité de couple, en faire un lieu de partage, de joie et de ressources. Je m'appelle Hélène Dumont, je suis conseillère conjugale et familiale, sexothérapeute et auteure du livre Terre éclose, la sexualité au féminin, aux éditions de l'Emmanuel. Dans la 3e saison de Sexo, je continue à vous ouvrir les portes de mon cabinet pour vous partager les questions qui me sont le plus posées et les points de repère que j'offre en réponse, afin que chacune puisse y puiser quelques pistes de réflexion sans pression. Bonjour Hélène. Bonjour Marie. Alors dans cet épisode, vous allez nous parler du temps long de la sexualité, celui qui se vit chez un couple tout au long de leur vie commune. J'imagine que la sexualité évolue forcément au fil des années. Est-ce qu'il y a des grandes phases que l'on peut repérer ? Oui, c'est vrai que la sexualité évolue tout au long de la vie. Alors notre corps change, notre réceptivité, notre maturité aussi. Et deux jeunes fiancés ne s'aimeront pas de la même façon qu'un vieux couple de 50 ans de mariage. Et la sexualité évolue aussi en fonction des événements qui jalonnent la vie du couple et des personnes. Et c'est vrai que de nombreux facteurs viennent la colorer, lui donner un ton qui sera source de joie, de tristesse parfois, de remise en question ou encore de croissance. Et dans cette perspective, j'aimerais vous parler dans cet épisode des différentes saisons de la sexualité. Alors on commence, j'imagine, par le printemps. Oui. Pour moi, le printemps débute avec la rencontre amoureuse, peu importe l'âge. Les premiers regards, baisers et caresses provoquent un approchement amoureux qui va se transformer progressivement en relation et poser les premiers jalons de la vie affective, relationnelle et sexuelle du couple. Moi, j'aime bien parler de berceau du couple. C'est vraiment ce temps de l'attachement qui se tisse ou qui éclot pour reprendre la métaphore du printemps. Voilà. C'est très beau, très poétique. Très poétique. Alors, la question que l'on reprend en entretien à propos de cette période est la suivante. Pourquoi suis-je tombée amoureux ou amoureuse de l'autre ? De quoi se composait cette alchimie qui nous rapprochait ? Ces premiers pas où l'on se cherche, où on apprend aussi à se connaître dans l'intimité, est propre à chaque couple, j'imagine ? Oui, tout à fait. Alors, certains voudront se découvrir très vite, d'autres choisiront d'attendre, par exemple, le sacrement du mariage. Alors, c'est une sexualité en germe, où l'on découvre, on découvre déjà l'autre dans sa différence. Les réactions ne sont pas les mêmes. Il faut accorder son désir, en discuter. Et cela peut être très intuitif ou au contraire compliqué. Mais généralement, c'est bien souvent un temps où l'on se désire spontanément, désir parfois exacerbé par la préparation et l'attente du mariage. Oui, on comprend que les amoureux, et peut-être plus encore ceux qui ont choisi l'abstinence avant le grand jour, aient hâte de se découvrir. Exactement, on l'avait vu dans un podcast de la saison 2. Mais c'est vrai que pour moi, le printemps ne s'achève pas avec l'installation du couple sous le même toit. Ah oui ? Et oui, je l'étendrai même jusqu'à la 10e année de relation. Un long printemps. Un long printemps, voilà, c'est une moyenne. Cette sexualité des premières années, alors, elle est dans l'imaginaire collectif plutôt source de joie, comme si le désir n'en pouvait plus de fleurir. Voilà. Alors, c'est vrai pour certains, mais pour d'autres, la sexualité ressemble à une vraie giboulée que l'on n'attendait pas. C'est les fameuses giboulées de mars du printemps. Voilà, c'est les fameuses giboulées de mars. Et je pense à tous ces couples que je reçois avant leur 5e année de mariage et qui se trouvent dans la difficulté, déception, douleur, dyspareunie féminine ou masculine. Et là, je renvoie à l'épisode 4 de la saison 2 des podcasts. Et là, le couple se dit, mais que se passe-t-il ? Que fait-on pour que notre sexualité ne soit pas fluide ? Donc, il y a une vraie interrogation, une vraie déception. Oui, effectivement, j'imagine que c'est un peu une douche froide pour eux, alors qu'ils attendaient effectivement le soleil et des pépiments d'oiseaux. Que faire alors ? Alors, tout d'abord, je rappelle que la sexualité du jeune couple, ou plutôt du couple qui se construit, peut être maladroite ou décevante. Ça fait partie du jeu. Je découvre l'autre dans ce qu'il est, avec ses réactions. Je dois comprendre son rythme, connaître son corps, affiner mon langage corporel pour le rejoindre sans être intrusif. Donc ça demande quand même pas mal de délicatesse. Et je me découvre moi-même dans mes réactions. C'est vrai qu'on se découvre dans cette sexualité, dans mon rythme, mon corps, mon langage.
Et tout ça, ça prend du temps. Et en fait, c'est juste une question de bon sens, en vrai. Patience. Une étape à la fois, un pas après l'autre. Pour tous les couples, il y aura des rencontres amoureuses très chouettes et d'autres qui seront peut-être un peu ratées. Et en fait, c'est pas grave. La capacité du couple à en rire pour prendre du recul montre aussi sa maturité. Et le couple a toute une vie pour recommencer et pour se découvrir, parce que la sexualité, c'est vraiment la bonne nouvelle, elle est évolutive. En revanche, et là c'est mon deuxième point, quand il y a une difficulté qui prend trop de place, que faire ? Là c'est quand même plus difficile de prendre du recul et d'en rire. Le mieux c'est d'en parler. D'abord ensemble, puis avec un professionnel, si c'est nécessaire, pour que le couple, je pense que c'est très important, pour que le couple ne s'installe pas dans une sexualité gelée, c'est-à-dire qui n'évolue plus, qui se crispe, qui devient tabou et donc problématique, pouvant parfois mettre le couple en danger, c'est vrai. Comme ces gelées trop précoces du printemps Exactement. qui tuent les bourgeons en germe. Donc il faut, si je résume, allier patience et curiosité, cueillir ce qui va bien et puis se faire aider évidemment quand ça ne va pas, pour avancer dans ce printemps où les fruits finiront bien par gerber. Oui, les fruits finiront bien par arriver. Et on peut parler justement des fruits de la connivence amoureuse. Au fil des années, le couple finit par mieux se connaître au niveau sexuel et plus largement relationnel. Mais l'on peut aussi penser aux fruits concrets du couple quand celui-ci devient parent. Donc voilà, c'est un vrai défi de trouver un équilibre entre devenir parent et rester amant. Donc comment continuer d'érotiser l'autre dans le quotidien, de le désirer, quand on n'a plus la même disponibilité psychique, émotionnelle et tout simplement aussi temporelle et spatiale, quoi. Oui, ça c'est la grande question de cette période de printemps du couple. La sexualité, quelle est sa place quand il y a tous ces enfants petits ? La sexualité est bien souvent alors reléguée à la dernière place. Ouais, exactement. Certains couples acceptent cette période, en tout cas ils acceptent qu'elle soit moins fleurissante au niveau de la sexualité. D'autres, au contraire, la revendiquent comme un espace qui les rapproche. C'est plutôt quand le couple n'est pas d'accord sur la façon de vivre cette sexualité que les choses peuvent s'envenimer. Le couple doit quand même réfléchir à l'espace donné à l'enfant ou aux enfants et à l'espace qu'il souhaite réserver à son intimité relationnelle comme sexuelle. D'accord, donc on en arrive maintenant à l'été de la sexualité du couple. Que se passe-t-il après ce printemps ? Après le rush et l'enthousiasme de la construction initiale et des premiers bébés, s'il y en a, la sexualité du couple devient plus assumée. En tout cas, c'est quelque chose que je constate en entretien. Et si elle ne l'est pas encore, il y a un vrai désir de le faire. Et l'expérience de cette première tranche de vie commune porte ses fruits. On s'accepte mieux. C'est une période de force. Moi, j'aime bien l'été, au bout de 10 ans de mariage environ, les couples que je reçois, ils n'ont plus peur de se poser des questions, même les plus compliquées. On sent vraiment cette maturité, ils prennent du recul avec les injonctions, et ils désirent une sexualité plus ajustée, peut-être plus profonde aussi. Oui, vous dites que donc il y a plus de liberté dans leur dialogue grâce à leur maturité. J'imagine qu'il y a plus de franchise aussi. Oui, en tout cas, il y a une vraie volonté de regarder les choses en face. Donc même si c'est pas encore là, c'est en train de se mettre en place. Et maintenant que l'on se connaît bien, que les enfants dorment, enfin, en tout cas qu'ils dorment presque tous, quand il y en a plusieurs, j'ai envie de dire place à l'érotisme. Voilà, c'est le moment. Enfin. Donc c'est peut-être un temps joyeux avec une sexualité décomplexée qui se redécouvre et qui a envie de grandir. Et ça, je l'entends vraiment chez certaines femmes notamment qui ont mis en place des mécanismes de fuite relationnelle au départ et qui souhaitent finalement, qui en prennent conscience et qui souhaitent déconstruire ces mécanismes pour accéder à une sexualité plus légère. Et je le vois aussi chez certains hommes qui se demandent aussi comment cesser d'être dans l'angoisse de performance pour accéder à plus de réceptivité. Voilà, donc ça c'est très intéressant. C'est comme si l'homme s'ouvrait une dimension plus émotionnelle de sa sexualité,
donc un peu plus féminine aussi. Et Oui. C'est comme si l'un déteignait sur l'autre et vice-versa. Exactement, il y a un petit mélange. La mayonnaise est en train de prendre. Donc une sexualité plus émotionnelle, plus réceptive du côté de chez l'homme, donc un peu plus féminine. Et la femme, c'est comme si elle accédait à une dimension plus pulsionnelle et donc peut-être plus masculine aussi. Voilà, comme si le masculin et le féminin cherchaient à se rencontrer. On parlait de mayonnaise, c'est un petit peu ça. Donc on entend ce désir de croissance aussi chez les couples qui veulent relire leur histoire sexuelle, mais à deux, dans le but de continuer de tisser un lien fort et de ne pas buter de façon systématique sur les mêmes sujets. Alors, comme dans le printemps, est-ce qu'il y a certaines difficultés propres à l'été de la sexualité du couple ? Tout à fait, oui. Ce bel été peut devenir aussi très orageux. Et oui. Voilà, on connaît les orages du mois d'août. Très violent. Très violent. Donc, ce peut être un temps de fragilité avec le risque de vouloir régler ses comptes quand même. On peut entendre des choses acerbes comme à cause de toi, j'ai raté ma vie sexuelle. Ah oui. Voilà, des choses très dures où tu m'étouffes avec ton désir, tu me respectes pas. C'est également une période où l'on peut voir des personnes tenter de recommencer ailleurs une vie sexuelle peut-être plus amusante, en tout cas qu'ils fantasment plus amusante, plus vivifiante ou en tout cas tout aussi grisante que celle des premiers printemps. Notamment, on le voit notamment quand la relation est devenue conflictuelle ou alors qu'elle s'est épuisée au fil d'événements qui sont venus bousculer la vie de couple, le couple. Et c'est vrai que la fin de l'été peut être également teintée de nostalgie, ça on l'entend aussi beaucoup. Ah oui. C'est-à-dire que la maturité, c'est bien, les cheveux blancs qui commencent à apparaître, c'est bien. Mais voilà, tout ça induit l'idée du vieillissement, là où la sexualité remet en vie. Donc voilà, c'est vraiment ce que l'on entend dans certaines problématiques d'infidélité, ou parfois dans la plainte du couple. Comment faire pour redevenir le jeune couple pétillant que nous avons été, me disent-ils, un peu comme pour repousser les chances du temps qui passe. Mais je crois qu'en réalité, la vraie question, c'est comment faire pour vivre une intimité sexuelle qui respecte notre corps, nos caractères et qui nous rapproche vraiment, quoi. Voilà. Donc on en arrive à l'automne. Oui, la plupart du temps, l'automne correspond à la cinquantaine. Moi, c'est une saison que j'aime bien. Approcheriez-vous de cette période par hasard ? Tout doucement, voilà, à petits pas. En tout cas, cette saison se caractérise par le chamboulement hormonal du côté des femmes, comme du côté des hommes. D'ailleurs, l'arrivée de la ménopause aux alentours de 50 ans en moyenne signe la fin du cycle menstruel pour les femmes. C'est l'arrêt progressif de la production d'œstrogène par les ovaires qui va progressivement entraîner la fin des ovulations et par conséquent celle des règles. Oui, dis donc, sacré changement chez les femmes. Est-ce que chez les hommes, on observe la même chose ? Alors, pour les hommes, c'est un peu différent. Le processus de l'andropause est plus diffus, mais il se caractérise en particulier par une baisse importante de testostérone qui, notamment, peut impacter la qualité des érections. Alors j'imagine que ces transformations hormonales doivent avoir des conséquences sur la sexualité. Oui. La femme peut connaître des périodes de sécheresse vaginale, ce qui peut entraîner des douleurs ou des irritations qui forcément deviennent gênantes au moment des rapports sexuels. Alors, c'est une période de vie où le corps change. Oui. La femme peut prendre un peu de poids, perdre confiance dans sa capacité aussi à être belle et désirable. Pas facile, tout ça. Pas facile. Voilà, mais l'automne a aussi de jolies couleurs, donc il faut se reconnecter, faire un petit peu focus sur ça. On remarque aussi de la perte de confiance. Cette perte de confiance est d'autant plus impactée par certaines par le fait de ne plus pouvoir donner la vie. Mais ça dépend vraiment de chaque femme, de l'histoire de chacune. Mais quoi qu'il arrive, il y a un deuil à faire, c'est celui de la jeunesse. Et oui. Voilà. Et les hommes, eux, pourront être sujets aux dysfonctions érectiles, par exemple. Et tout comme les femmes, l'évolution du corps vient parfois chambouler l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes et de leur virilité. Et donc aussi de leur capacité à séduire et à être désirables. Donc certaines personnes connaissent un vrai temps de déprime. Temps de déprime qui parfois se transforme même en temps de dépression pour certaines personnes. Et le corps, doucement, ralentit. Et pour toutes ces raisons, aussi bien hormonales, physiologiques que psychologiques, ménopause et andropause affectent la libido et donc la sexualité du couple.
Oui, et puis on sait que quand on avance dans l'automne de cette vie, il y a aussi la retraite qui s'annonce et le changement de génération pour ceux qui deviennent grands-parents. C'est des sacrés bouleversements. Ouais, des sacrées étapes. La retraite, d'abord, c'est un vrai deuil de la vie professionnelle, hein. C'est un deuil à faire, tout comme le changement de génération, hein. Avec toujours cette idée que la mort nous attend quand même, in fine, hein. Il y a un petit peu ça qui se profile. C'est comme s'il y avait une prise de conscience aiguë de la finitude de la vie. Alors, soit la libido en prend un coup, comme nous l'avons dit, soit c'est le contraire. C'est-à-dire qu'il y a des lendemains qui chantent et l'homme et la femme, en tout cas, c'est comme ça qu'on peut le lire, c'est que l'homme et la femme libérés de toutes ces contraintes professionnelles, familiales, mais aussi la contrainte. Enfin, pour certaines femmes, la fertilité pouvait être une contrainte, donc libérée du cycle menstruel, on va dire. Certaines femmes se sentent libérées de la peur de tomber enceinte. Et du coup, ça libère le désir sexuel. Il y a une forme de renouveau de désir qui est riche de toute l'expérience finalement de vie et de couple. Alors, comment s'ajuster dans cette période, dans cette période où le corps change, comme vous l'avez dit, rendant les relations moins faciles? Est-ce que c'est pas un peu décourageant ou moins intéressant? Alors, 2 points. Tout d'abord, accepter de vieillir dans une société où le corps vieillissant est méprisé, je reconnais que ça peut poser un problème, ça peut être difficile. On est d'accord. Il y a comme un mépris de la chair qui se ride, qui devient flasque, c'est vrai, hein. Donc c'est vrai que pour continuer d'avoir une sexualité positive, le conseil numéro 1 serait de prendre soin de ce corps qui vieillit et de son hygiène de vie. Non pas pour coller aux injonctions du eugénisme, hein, on est bien d'accord, mais plutôt parce que notre corps vieillissant a besoin de douceur, de soins, de considération. Et le corps vieillit certes, mais il a toute sa beauté. L'idée est d'aimer cette beauté enrichie et nourrie par l'âge et l'expérience. Et plus une personne est bien dans son corps, le secret, le meilleur anti-rides, c'est ça, hein. Plus une personne est bien dans son corps, plus elle rayonne, peu importe sa morphologie, peu importe son âge, etc. Et plus elle rayonne, plus elle est belle et désirable, on est d'accord. C'est très juste, c'est vrai. Ça me fait penser à ce que vous disiez, là, les belles couleurs de l'automne, chatoyantes, chaleureuses. Donc, chaque saison a sa beauté. Exactement. Donc, conseil numéro 1, prendre soin de son corps, même un peu rouillé, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et conseil numéro 2, pour continuer d'avoir une sexualité positive, peut-être que c'est l'occasion de se dire une bonne fois pour toutes, mais au fond, faire l'amour, ça veut dire quoi? Voilà. Et cette question, plus on l'aura travaillée tôt en amont dans sa vie de couple, plus il sera facile de l'aborder à la cinquantaine et les années qui suivent. Si j'ai trop mal à la pénétration ou si mon sexe ne se met pas en érection, doit-on forcément avoir une pénétration? La sexualité peut-elle se vivre autrement? Il s'agit de sortir du tout ou rien, de mettre de la nuance dans sa sexualité, d'explorer les caresses, la joie d'être touché, d'être embrassé, d'être ensemble, nus l'un contre l'autre, dans ce temps d'intimité des corps. C'est ce que vous dites, c'est important d'échanger dès le printemps sur cette question de que veut dire faire l'amour. Exactement, ouais. Cette question, en fait, c'est une question qui traverse les saisons et tous les couples que je reçois parce que l'un ou l'autre rencontre une difficulté, et je pense par exemple aux dyspareunies féminines et masculines, tous ces couples finalement travaillent cette question parfois effectivement dès le printemps. Et je leur dis, mais réjouissez-vous car en réalité, tout ce que vous interrogez dans votre sexualité aujourd'hui ne sera que du bénéfice pour vos vieux jours. Alors c'est vrai que ils ont du mal à me croire, mais c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Et l'automne est la saison où l'on récolte les fruits. Dans la sexualité, c'est pareil. Dans la sexualité, c'est pareil. Et plus j'ai pensé mon intimité comme un jardin, finalement, plus il me sera facile d'en récolter les fruits. Sinon, on prend le risque de retomber dans la fragilité du changement de saison, avec le désir de rompre, de s'offrir un autre scénario, un second printemps, etc.
C'est très éclairant, effectivement, cette image du jardin, des saisons. Ça nous fait vraiment bien comprendre que ce qui est semé en amont porte ses fruits plus tard. Et donc, on en arrive à la dernière saison, l'hiver de la sexualité. Il fait froid. Oui. Pas forcément. Alors oui, la sexualité, la période de l'hiver, c'est vraiment la sexualité des vieux amants. Et dans l'imaginaire collectif, ce n'est pas possible, c'est tabou, voire obscène, comme si cette sexualité, on ne pouvait pas se la représenter. Et encore une fois de plus, est-ce qu'il n'y a pas une forme de mépris de la chair dans tout ça ? Il y a quand même une croyance sur le fait qu'après 70 ans, les pulsions seraient apaisées ou alors sublimées quand elles ne sont pas en berne. Moi, je pense que finalement, pour nous, il nous est plutôt difficile de penser la sexualité de ceux qui nous ont précédés, comme si ça devenait un petit peu incestueux, en fait. Voilà. Et en fait, figurez-vous que la première personne que j'ai reçue en consultation, il y a une dizaine d'années, c'était un homme qui avait 73 ans. Mais non. Mais si. Et c'était très intéressant. Oui, ça fait un peu plus de 10 ans, en fait, en réalité. Mais c'était très intéressant. Incroyable. Parce que ce qu'il amenait, c'est qu'à son grand désarroi, sa femme ne voulait plus faire l'amour. Donc, ils avaient 73 ans. C'est un couple qui, jusqu'à cette consultation, avait l'habitude de faire l'amour régulièrement. Je ne vais pas revenir sur les motifs de cette mésentente soudaine, mais plutôt sur ce que leur apportait la sexualité au moment de la consultation. La sexualité, ça leur apportait de la connivence, de la chaleur, de la fusion, ça leur apportait la conviction d'être aimés. Ça leur amenait aussi du plaisir sensoriel et de la sécurité face à l'angoisse de la mort. Donc, en gros, on retrouve les mêmes bénéfices que chez un couple plus jeune. La sécurité contre l'angoisse de mort, peut-être en plus quand on vieillit, ça forcément. Cet homme trouvait toujours sa femme très belle, donc ça c'était très intéressant. C'est trop mignon. Et oui, et comme la nudité en fait n'avait jamais été un problème tout au long de leur vie, ils s'étaient souvent regardés nus. Et cette remarque est, je trouve, très intéressante parce qu'elle est probablement aussi puissante. Tout à l'heure, je parlais d'anti-rides, mais voilà un deuxième puissant anti-rides. C'est un couple qui se regarde mutuellement nus tout au long de sa vie de couple ne se verra pas vieillir de façon négative. C'est-à-dire que le corps de l'autre restera beau et désirable parce qu'il sera regardé à travers le prisme de l'amour, mais aussi parce que les amants auront pu apprivoiser les changements du corps au fur et à mesure des années. Et chez ces personnes, finalement, le vieillissement est accepté tel quel. C'est pas un problème, en fait. Alors c'est très beau, mais l'hiver de la sexualité, c'est cependant aussi parfois faire avec la maladie, le déclin ou la mort de l'autre. Oui, c'est vrai. C'est vrai que l'hiver nous mène aussi dans le grand âge. La sexualité du couple parfois est en pause ou s'arrête. Voilà, on est vraiment dans ce temps de pause, ce temps de suspens. Ce peut être un temps d'intériorisation, ce peut être un temps aussi de relecture, ce peut être un temps compliqué. Mais une chose reste, même si la sexualité n'est plus là, c'est que l'être humain reste tout de même un être de relation et la tendresse donnée et reçue reste, à mon sens, primordiale et essentielle. Le point commun de toutes ces périodes est l'intimité émotionnelle du couple et elle conditionne malgré tout la sexualité, quelle que soit la saison. Merci beaucoup Hélène. Merci de nous avoir écoutés. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vos sœurs et amis, pour qu'elles puissent en bénéficier. Vous pouvez aussi mettre une note de 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast afin que le podcast soit connu par le plus de femmes possible. Et si vous êtes branchés réseaux sociaux, rejoignez-nous sur le compte Instagram des podcasts de Famille Chrétienne. N'hésitez pas à faire part de vos interrogations, de vos remarques et suggestions de sujets. Et à la semaine prochaine.